Janice Otsemi, vous êtes né à Franceville, vous avez grandi à Québec, vous écrivez sur Libreville. Comment une ville qu'on n'a pas toujours connue devient-elle le territoire d'une œuvre entière? Il est vrai que je suis né à Franceville, mais je suis arrivé à Libreville très jeune. J'avais 6 ans, donc j'ai toujours grandi à Québec. J'y vis toujours avec ma famille. Libreville, c'est une ville fascinante, intrigante à la fois. Dans mes romans, je cherche toujours le côté interlope de la ville. Moi, j'ai grandi là, les Akébé, nous on appelle ça les États-Unis d'Akébé. C'est une agglomération des quartiers piteux. Et moi, j'exporte toujours Libreville. En fait, Libreville, dans mes livres, c'est un personnage en soi. Libreville a cette fascination qu'elle était à la fois folklorique et ouverte sur le monde. Donc c'est cette ville-là que j'essaie d'explorer. Vous savez, le roman noir, en fait, c'est d'aller chercher la noirceur de l'humain. Et j'aime le côté interlope. Vous dites être venu au polar par effraction, c'est vos propres mots. 15 ans après le roman La vie est un sale boulot, revendiquez-vous toujours cette posture de l'intrus dans le genre? Oui, je le maintiens pour la simple raison que vous savez, dans la littérature gabonaise, la plupart des écrivains reviennent de l'univers universitaire. Ce sont des professeurs d'université ou des professeurs de français. Moi, j'ai un cas atypique, je suis autodidacte. Donc, j'ai appris à écrire avec les moyens du bord, c'est-à-dire que c'est la lecture qui m'a emmené vers la littérature. Je ne pensais pas un jour que j'allais pouvoir embrasser une carrière littéraire parce que je n'ai pas de BPC, je n'ai pas de bac. Donc, je me suis toujours senti dans ce monde-là comme un intrus. Aujourd'hui, c'est vrai, je me considère toujours comme cet intrus, même si j'ai eu à avoir une place prépondérante dans cette littérature, mais je reste toujours cet intrus-là qui est entré dans un monde qui n'était pas le mien, parce que je n'avais pas le parcours académique pour arriver à ce stade-là. Donc je suis un autodidacte, je suis un intrus dans un monde des universitaires. Vos romans sont truffés de gabonisme, d'argot des Matiti. C'est donc un choix esthétique, un acte politique. Je choisis d'écrire mes livres sur Libreville parce que c'est la ville que je connais. On n'écrit que sur une ville qu'on connaît très bien. Ensuite, il me fallait des personnages. Et mes personnages, le plus souvent, vivent dans les quartiers populaires. Il fallait que je trouve une langue qui sied à ces personnages-là. Je ne peux pas faire parler mes personnages comme des gens qui vivent à la Sablière. Donc il fallait que je pousse cette langue-là. Au début, lorsque j'ai proposé mes romans en France, mon éditeur avait du mal à comprendre parce qu'il se disait, est-ce que le lectorat français pourra comprendre ce français? Et effectivement, ça a été un succès, si bien que vos confrères de Libération m'ont élu comme l'écrivain qui fait des bébés à la langue française. En réalité, le mérite ne me revient pas. Le mérite revient à ceux jeunes qui vivent dans des Akébé, qui chaque jour créent des mots. Vous savez, c'est ce qu'on appelle un bandit toustan. Nous, dans les Akébé, un bandit toustan, vous voyez lorsque vous regardez la télé, les informations, Pakistan, Afghanistan, c'est toujours des mauvaises nouvelles de guerre. Donc, un bandit toustan, c'est un quartier où on est toujours sur la violence. Vous voyez comment, en fait, en Afrique, on a cette faculté de travailler la langue pour qu'elle puisse se rendre compte de notre vécu. Et c'est ce que je fais avec la langue. Vos personnages sont des policiers à la fois corrompus et humains. Est-ce que c'est votre façon de dire que le système est plus coupable que les individus? Mais le système nous façonne. Vous êtes conducteur comme moi. Dans la rue, nous subissons tous les jours des contrôles abusifs. Au plus haut niveau de l'État, on le sait. Mais personne ne fait rien. C'est à croire que c'est devenu une manière de vivre. Je vous dis quelque chose. Quand je commençais à écrire mes romans noirs, il m'arrivait. Donc, je vais à la PJ, anonymement. Je trouve un mensonge en disant que voilà, j'ai mon frère qui a disparu depuis des semaines, je ne le trouve pas. Et là, on m'ouvre les cellules de la PJ pour chercher l'individu que je suis en train de rechercher. Et là, je regarde le décor. Dès que je sors de la PJ, je me mets de l'autre côté, je trouve la station, je prends une bière et là, je commence à décrire ce que j'ai vu. Donc, ce que j'essaie de révéler dans mes livres, c'est l'état de la société gabonaise. C'est le rôle du roman social. C'est le rôle de cette littérature
noir, c'est de révéler l'état d'une société. Donc j'évoque la corruption, la violence, tout ça, c'est mon rôle. C'est le rôle de cette littérature. Pour venir à l'époque actuelle, vous avez écrit Chronique du règne du roi Brice Ier. C'est un livre qui paraît en 2024, quelques mois après le coup d'État. Vous y êtes à la fois chroniqueur et critique. Où en êtes-vous avec ce texte aujourd'hui, maintenant qu'Oligui est président élu? Je l'ai sorti en 2024. Je voulais faire la chronique de la transition, de la première année de la transition. En tant que citoyen, je me suis dit, nous vivons un moment certainement historique. Je ne voudrais pas attendre, je n'attendrai pas qu'un auteur français ou un politique français puisse raconter l'histoire, comment ça s'est passé. Alors j'ai eu une lubie en considérant le président Oligui Nguema comme un roi. Parce que la réalité, il faut que je vous le dise. Le président Oligui Nguema aurait pu faire une carrière dans la publicité. Parce que le coup de libération, ça n'en est pas un. Le coup d'État qui s'est passé le 30 août 2023 a des ressorts affectifs. Il était clair que les Tékés n'avaient plus accès au pouvoir parce que Noureddine et Madame et Sylvain Bongo avaient cadenassé le pouvoir autour d'Ali Bongo. Il fallait le récupérer. Et le nom, la personne la plus qui sied à cette situation-là, c'est M. Oligui Nguema, qui a la particularité d'être Téké et femme pour réconcilier tout le monde. Si bien que lorsque le coup d'État était fait, tout le monde était content. Tu sais ce qui s'est passé? Ce n'est pas un coup de libération. Le ressort a été un ressort affectif. Il y avait des pommes de famille. Le général Oligui lui-même, il le savait. Que compte tenu de sa rébellion, il était sûr que si Ali Bongo était réélu, on allait le dégager. C'est ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé au Niger et tout le reste. C'est des ressorts affectifs qui ont amené à ce coup d'État et nous, on nous l'a habillé comme un coup de libération. Pour ça, je dis chapeau au président Oligui Nguema, c'est un bon publicitaire. Vous concluez cet essai sur la modification de la loi du mariage des militaires, que vous lisez comme un détournement institutionnel. Est-ce que vous le maintenez? Et bien sûr, à peine sur le trône, dès le 30 août, quelques mois plus tard, alors que nous avons d'autres problèmes à traiter, le président modifie la loi pour permettre aux officiers de pouvoir prendre de deuxièmes épouses. Quand on arrive dans un État où un chef d'État change la loi pour satisfaire sa libido ou celle de ses amis, c'est plus normal. C'est plus normal, on n'est plus dans une démocratie. On n'en est plus. Pourquoi un citoyen n'aurait pas le droit de s'interroger sur la gouvernance de son chef d'État? C'est ça ma posture. Je suis citoyen gabonais, je suis écrivain, j'ai le droit en tant que citoyen de m'interroger sur l'action que mènent les politiques, que mènent les politiciens gabonais au nom du peuple dont je fais partie. Vous allez en France, vous allez dans les librairies, vous avez des centaines de livres qui ont été écrits sur Macron. En aucun moment, ces écrivains ont été poursuivis. Pourquoi faudrait-il que j'ai peur? Moi, je ne suis pas une menace pour le pouvoir Oligui Nguema. Moi, je dis souvent à ses conseillers que je suis certainement son meilleur ami parce que je suis la caution. En tant qu'écrivain, je suis la caution de ce régime où on pourra dire oui, il y a un écrivain au Gabonais qui vit au Gabon, qui critique le président ouvertement. Au moins, on dira que oui, le Gabon, c'est une démocratie parce qu'il y a des gens qui y vivent. Moi, je ne vis pas à l'étranger. Je vis à Libreville, je n'ai jamais choisi l'exil, même si on me l'a proposé, je n'ai jamais choisi l'exil. Je suis ici et je dis les choses clairement comme je les entends. 2 ans après, quel bilan faites-vous en tant que citoyen et en tant qu'écrivain? Sur le côté infrastructure, le président Oligui Nguema a fait ce qu'il a pu faire en 2 ans. Ça, c'est indéniable. Après, il y a le mode de gouvernance. C'est que
Vous savez, je parle beaucoup avec des compatriotes au quartier. Ce qui nous désole, c'est que Oligui Nguema fait aussi d'Ali Bongo sans Ali Bongo. Vous savez, en France, François Hollande a raté son mandat pour la simple raison que tout ce qu'il faisait, il le faisait contre Sarkozy, alors qu'il était président. Oligui Nguema, son problème, c'est que tout ce qu'il fait, c'est contre Ali Bongo. S'il continue comme ça, il ne réussira jamais. Aujourd'hui, à la fois, le président Oligui Nguema est chef de l'État, président de la République, Premier ministre, chef des armées, chef de la magistrature suprême, et si on va plus loin encore, chef de famille bigame. En un seul homme, c'est presque un empereur. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a rien du tout, c'est presque un empereur. Voilà. Et donc 2 ans après, vous êtes désillusionné? Je suis désillusionné. Est-ce qu'elle a changé depuis entre-temps? Est-ce qu'il y a plus de liberté de ton ou la prudence reste-t-elle de mise? Aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Nous sommes sous un régime militaire. Le général Oligui Nguema s'est juste défroqué, il a enlevé ses habits de militaire, il a l'esprit militaire. La preuve, c'est qu'il a pris des ordonnances pour permettre à ses frères d'armes aujourd'hui de siéger dans des conseils d'administration, d'être dans des sociétés publiques et parapubliques. Donc nous sommes sous un régime militaire. Les gens ont peur de parler. Les écrivains aussi? Ils parlent de la DGR comme c'était la Gestapo. Voilà sur quel régime nous sommes. Est-ce que vous travaillez sur un nouveau roman? Libreville 2025-2026, mérite-t-il un nouveau polar? Oui, je prépare un polar qui sortira en mars prochain, dont le titre, je peux déjà le dévoiler, c'est Les âmes défaites. C'est un homme âgé qui est au séminaire Saint-Joseph, et qui dans sa jeunesse a subi des attouchements sexuels de la part des prêtres. Donc quand il apprend que le prêtre dont il était victime d'attouchement sexuel est mort, alors il va se lancer dans une vengeance où on ramassera des corps de prélats, de prêtres dans la ville de Libreville. Il y a eu un scandale que nous connaissons tous, que dans des églises en Europe. Qu'en est-il en Afrique? C'est sûr que le lot est plus large que ce qu'on a vécu en France. C'est sûr qu'il y a plein de victimes africaines dans les églises qui n'ont pas pu parler. Donc moi, je vais prendre cette question-là et l'aborder en forme d'un roman. Si vous deviez écrire le dernier chapitre du Gabon tel que vous le rêvez, à quoi ressemblerait-il? Alors, je vais peut-être copier Martin Luther King. Je fais un rêve que demain, le Gabon sera un pays de méritocratie, qu'il n'y aura plus de promotion de copains, coquins, co-sanguins, pour reprendre la formule choc de M. Bizet, que l'égalité des chances sera toujours là pour permettre à chacun de nous de travailler pour ce pays. C'est ce dont je souhaite. Question subsidiaire. Y a-t-il quelque chose qui vous tient à cœur et que nous n'avons pas abordé dans cet entretien sur lequel vous voulez quand même parler? Mon dernier livre, la deuxième chronique du roi Brice Ier, il était en vente à la librairie, à la maison de la presse. On a dû le retirer parce que les autres sont venus d'en haut pour que ce livre ne soit pas vendu en librairie. Vous imaginez? Donc on a un problème d'expression. Aujourd'hui, les réseaux sociaux qu'on a coupés, vous savez pourquoi? Les réseaux sociaux sont devenus une plateforme d'expression. Parce que les plateformes traditionnelles d'expression sont bouchées. La télévision gabonaise n'invite que des gens qui chantent les louanges du régime. Si bien que le seul lieu où nous avons une possibilité de nous exprimer, c'est les réseaux sociaux. Et le compte dans tout ça, c'est que le pouvoir qui coupe ces réseaux sociaux est le même qui communique à travers ces réseaux sociaux par des voies pirates. Vous imaginez? C'est pas possible.
Voilà, on a un problème de liberté d'expression. Vous êtes invité sur Gabon Review. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette interview.